Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette 6e édition de Future of Finance. On va évidemment parler d'automatisation. Ça fait 5 ans que l'on en parle avec nos amis. Donc Julien Kopp à mes côtés, à ma gauche, qui est associé au sein de la Digital Factory, expert des sujets de digitalisation, et Gaëtan Michel, associé dans l'équipe Finance Transformation, également chez Deloitte. On se devait évidemment de faire un point complet sur la dynamique d'automatisation pour les directions financières. Je vais commencer par toi, Julien. Post-Covid 2021, quelles sont les grandes tendances déjà en termes d'usage, de projets et de dynamique d'automatisation? On parlait avant d'RPA, je comprends que maintenant on parle plutôt de Smart Automation. Quelles sont les dynamiques ? Et donc effectivement, le Covid et tout ce qui en a suivi a permis une accélération de certains projets qui ont été rendus nécessaires. Et on a vu, grâce à l'automatisation intelligente, des cas d'usage qui ont été traités en mode tactique lors du confinement, notamment autour de mouvements de masse à réaliser dans les systèmes d'information et qui ont été rendus possibles grâce à ces robots. Mouvements de masse, tu peux préciser ? Typiquement, le chômage partiel dans certaines entreprises, le fait de notifier les systèmes d'information autour de tous ces sujets-là, en masse, a été réalisé par des robots. Pardon. Vous avez des banques qui ont aussi gelé certaines opérations pour soutenir leurs clients, et ils ont fait ces opérations de masse grâce à de la robotique qui a été montée en quelques jours. Donc vous avez eu une opération un peu tactique au début de tous ces sujets-là, et qui globalement a montré qu'on pouvait aussi transformer ça sur des axes stratégiques. Ça a ouvert quelques portes et montré aussi à certains clients qui encore étaient un peu réticents des capacités de tous ces robots. Bon, du côté de l'offre, du côté du marché des éditeurs, quelle grande évolution on a assisté? Je disais au démarrage qu'on parlait de RPA, on parle de Smart Automation. Quelle tendance? Effectivement, alors toujours la jonction du cognitif autour de ces robots qui sont de moins en moins procéduriers, mais qui sont capables d'interagir avec des systèmes, avec des documents non structurés, et grâce à l'intelligence artificielle, le cognitif, dériver ou prendre certaines décisions qui ne sont pas prédéfinies. Donc encore une fois, de plus en plus de cognitif dans ces robots grâce à l'offre des éditeurs. Ouais. Je pense aussi à une offre des éditeurs qui se robustise en dehors de la robotique traditionnelle sur tout ce qui est process mining et task mining, donc en amont même de l'utilisation du robot. C'est l'utilisation de systèmes qui vont enregistrer l'activité de vos collaborateurs ou bien ce qui se passe dans les transactions et qui vont permettre de trouver des potentialités d'automatisation ou des endroits qu'on est capable d'optimiser. Génial, c'est le robot qui lui-même va identifier des process qui mériteraient d'être automatisé. C'est un système informatique plus qu'un robot. Tu aimes beaucoup les robots, mais c'est un système informatique qui va interagir finalement en amont du robot, mais qui va permettre à la fois de trouver des opportunités d'optimisation et puis par la suite, suite à la mise en œuvre du robot, de valider que les gains et les résultats ont été obtenus. Donc ça, c'est aussi intéressant à moyen terme. Il y a aussi l'avènement finalement du low-code chez ces éditeurs. Donc encore une fois, on est passé de l'automatisation pure au sujet de digitalisation au sens large. Et parfois, ces robots ont besoin d'interfaces avec vos utilisateurs. Et maintenant, les éditeurs mettent à disposition des outils qui permettent de créer ces interfaces très rapidement en lien avec les robots et changer finalement la manière dont les robots interagissent avec vos forces de travail en rendant ça beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus efficace qu'il fut un temps. Donc ça, c'est aussi une des tendances. Ça signifie, en d'autres termes, que les directions financières reprennent un peu la main sur le cas d'usage pour pouvoir le configurer. On n'a plus besoin d'une armée d'intégrateurs ou de développeurs pour configurer les scénarios ? Alors, il reste de la technologie, il faut quand même des profils techniques dans les centres d'excellence qui fonctionnent bien. Un centre d'excellence est fait avec des gens qui connaissent très bien leur métier et des techniciens. Et ça rejoint un des leviers aussi qu'on observe sur 2021-2022, qui est l'avènement aussi du cloud autour de ces robots. Et le cloud reste quand même un sujet qui reste technique à la base et qui demande donc les compétences de l'IT, mais qui met à disposition de nouveaux moyens d'héberger toutes ces plateformes-là, mais qui dépasse juste le sujet de l'hébergement. Aujourd'hui, vous pouvez aussi faire des automatisations qui restent dans le cloud. Donc, on ne descend plus sur le poste de travail avec la souris qui bouge toute seule.
Alors, je caricature, je simplifie pour que nos amis nous comprennent. Effectivement, la RPA dite traditionnelle, depuis des dizaines d'années, elle fait beaucoup d'opérations au niveau du poste de travail. Et aujourd'hui, l'automatisation intelligente, c'est parfois de rester dans le cloud autour d'un déclencheur qui vient d'une de vos applications. Et cette automatisation ne redescendra pas sur le poste de travail. Et ça, c'est assez intéressant en termes de performance, de maintenabilité. Et donc ça, c'est aussi une des grandes tendances de ce qu'on voit sur le marché. Les éditeurs, avec certains nouveaux acteurs d'ailleurs, font très fort sur le cloud et vont continuer de le faire, au-delà de l'hébergement, mais aussi pour des opérations et des automatisations qui vont beaucoup plus vite et dans des volumes bien supérieurs. C'est intéressant ce que tu dis. Ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'on arrête avec le modèle qu'on a pu entendre beaucoup de rustine, où lorsque la fenêtre changeait de couleur, le robot était perdu. Ça, c'était le modèle de RPA. Maintenant, on est directement dans le cloud, dans les applications. Et donc, l'automatisation se déroule de manière complètement transparente pour les utilisateurs, c'est ça? Alors, effectivement, le sujet de la reconnaissance d'image, il faut quand même garder en tête que ça a été le cas dans la RPA il y a longtemps. Ça ne reste pas la meilleure manière de travailler. On travaille plutôt avec des sélecteurs et des connecteurs technologiques. Mais pour autant, on restait au niveau du poste de travail. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, qu'on vienne d'un SAP, d'un Workday, de tous ces systèmes-là, on va se connecter directement aux instances cloud et on ne va pas en sortir. Et cette opération aussi, un des grands différenciateurs, c'est qu'elle va être réalisée beaucoup plus vite et beaucoup plus proche du critère de déclenchement. Vous avez un nouvel employé, il est déclaré dans votre système, tout de suite, il y a une recette d'automatisation qui est lancée et on n'attend pas un batch le soir ou le week-end ou une fois par mois, comme on pouvait le faire traditionnellement. Donc on a aussi un délai de réponse aux utilisateurs qui est amélioré grandement. Tu parlais des éditeurs, tu sous-entendais qu'il y avait des nouveaux acteurs qui faisaient très fort, tu peux nous les citer? Alors, Deloitte est agnostique, je le dis, pour ceux qui ne... Deloitte est complètement agnostique des éditeurs et la force de Julien, c'est de pouvoir avoir une vision transverse. Alors, en 2021, il y a eu effectivement des mouvements sur ce marché qui globalement étaient, en termes de vision des analystes et des cadrans, globalement assez stable depuis longtemps. Il y a eu quelques mouvements. Il y a eu l'arrivée de Microsoft qui s'est positionné assez fortement avec de belles annonces. Ouais. Et puis une existence évidemment essentielle autour d'Azure, du cloud et puis du low-code avec leur plateforme Power. Ils ajoutent des capacités d'automatisation intelligente par un rachat. Il y a eu pas mal de rachats aussi d'une société qui s'appelait Softmotive. Vous avez eu SAP qui est rentré dans les cadrans aussi, issu d'un rachat d'une société il y a 2-3 ans, qui était une entreprise française, mais qui a intégré les cadrans cette année, effectivement dans le milieu des cadrans, mais tout de même assez haut. Et puis vous avez eu par exemple un Blue Prism qui a été racheté par TIBCO dernièrement, et qui là aussi en 2021, juste avant ce rachat, avait vu une vision des analystes qui les challengeait un petit peu plus que par le passé. Mais maintenant avec effectivement ce rachat par TIBCO, le sujet est relancé pour effectivement combattre les autres leaders qui, eux, ont des valorisations qui continuent d'augmenter et effectivement un marché d'édition autour de l'automatisation qui reste très fort. Bon, marché super dynamique, tu restes assidu sur ce marché. Gaëtan, on zoome avec toi sur les directions financières. On se partageait ensemble lors de nos échanges au sein de Future of Finance pas mal de déceptions. Quelle est ton observation, toi ? Oui, déception ou peut-être plutôt frustration. Ouais. Alors, il y a très de bonnes choses. On a vu plein de beaux projets avec Julien qui fonctionnent bien. Pas de sujet dessus. En revanche, on observe quand même un peu de frustration. Pourquoi ? De frustration qui se manifeste. Alors, je vais rentrer dans des exemples extrêmement concrets. Les robots sont en place, le go-live est là. Mais on sait très bien que quand on automatise un processus, le processus va bouger à 3, 6, 12 mois. Et une organisation qui n'a pas été mise en place en conséquence, va amener à décroître en fait la qualité de ce robot. J'en parle aussi, je regarde Julien. La qualité de ce robot, je caricature absolument pas, mais on a vu des systèmes robotiques dont la maintenance était assurée par 2 alternants. Non, ça ne peut pas fonctionner. Ou avec des structures offshore en Inde. Ton message, c'est de dire qu'on n'a pas mis les moyens en œuvre pour pouvoir assurer le succès ? Exactement. Il y a une question de moyens et une question d'efficacité de l'organisation. Dans mon exemple d'une structure qui serait offshore avec un time zone qui serait complexe et qui fonctionnerait en cycle en V parce que cette même structure, elle travaille aussi sur l'ERP de l'organisation, ça ne va pas marcher. Une structure adéquate, elle va être réactive, agile, parce que c'est l'essence même de la robotisation.
Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui n'ont particulièrement pas marché sur la finance ? Il y a eu des cas d'usage qui n'ont vraiment pas marché et qui ont fini par des exemples assez simples, oui, de robotique. Alors la robotique, pas celle qu'a décrite Julien, évidemment, la robotique d'avant, type Rustine, où on transportait des données, mais on sait que tous les systèmes évoluent. Et l'exemple le plus flagrant est quand même celui-ci, où ça évolue, mais derrière, on n'a rien. Et ce n'est pas un stagiaire qui vient une semaine sur deux qui peut clairement prendre ça en charge et répondre à ce besoin. Gaëtan, Julien, les leçons à retenir de ces déceptions, les facteurs clés de succès en somme, qui démarrent ? Moi, je pense que le sujet de bien démarrer est essentiel. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu as parlé de moyens, Loïc. Il y a eu des légendes urbaines sur le sujet de la RPA et de l'automatisation. On peut faire un robot en production en 4 heures. Pour 3 000 €, vous avez un robot en production. Il faut arrêter avec ces discours-là parce que globalement, c'est déceptif. Julien, c'était le discours aussi des éditeurs qui ont promis ce genre de choses. C'est le discours d'une industrie qui, globalement, je pense, a eu des promesses démesurées et qui, globalement, ont desservi aujourd'hui ce qu'on arrive à faire. On arrive à faire des choses formidables. Moi, je dis parfois à certains clients, avec beaucoup de transparence, je dis l'automatisation et la RPA, c'est formidable, mais ce n'est pas le gibolin de l'informatique non plus. Ce n'est pas la solution miracle, la panacée, et ainsi de suite. Ça s'applique à certains endroits, pas à d'autres. Ça se démarre correctement. Je pense que l'exemple sur 2 alternants, 2 stagiaires, 1 stagiaire et demi, ou ainsi de suite, c'est typique. C'est l'organisation humaine qui est en place n'est pas à la hauteur des enjeux, des ambitions et de ce qu'on peut réaliser. De la même manière, on avait dit que les investissements d'un point de vue logiciel et serveur étaient relativement mesurés par rapport à des très gros ERP. Très bien, mais il en reste et donc ne vous privez pas du serveur qui est essentiel au fait de travailler correctement les sujets d'automatisation intelligente. Le serveur fait le lien entre tous vos robots. Moi, je n'aurais pas, et je conseille à mes clients, de ne jamais démarrer avec des robots qui travaillent tous dans leur coin et sans avoir une vision complète de l'organisation robotique. Pour ça, il faut un serveur. Ça vaut peut-être 8 000 €, 10 000 €, 15 000 € par an, mais peu importe, c'est essentiel au succès de votre organisation. Et encore une fois, un discours sur les facteurs clés de succès. On parle souvent des coûts de licence. Il faut regarder les coûts de machine et surtout les coûts humains qu'il y a derrière. Une organisation de robotique, même si on parle de robots autonomes, elle est maintenue, elle est supportée par des gens qui sont qualifiés, qui ont les bonnes certifications et qui sont réactifs. Et vraiment, le sujet, ce n'est pas d'avoir une équipe démesurée, avec 200, 300 personnes comme sur des très gros projets informatiques, mais c'est d'avoir une équipe au bon niveau et en capacité de réponse. Et donc ça, moi, c'est effectivement, comme le disait Gaëtan, le point assez essentiel autour de tout ça. Bon, intéressant, on prend ces points. Les cas d'usage qui fonctionnent, les success stories. Il y en a. Il y en a. Ouf. Il y en a, Gaëtan. Écoute, dans les exemples, je vais peut-être plutôt laisser Julien prendre le point. Moi, j'avais en tête les cas d'usage sur le P2P notamment. Procure to pay. Order to cash. Order to cash. Order to cash, par exemple, très bel exemple aussi des nouvelles capacités de ces robots où en fait on ne fait pas que de la robotique traditionnelle, mais en faisant l'adjonction de certaines fonctions cognitives et de low-code, on va y arriver. Alors, je vais expliquer très simplement ce qu'on a réussi à faire de manière bout en bout. Sur Order to Cash, il y a un endroit où finalement il s'agit de relancer les clients sur des devis qui ne sont jamais revenus, signés, ou sur des bons de commande qui ne sont jamais revenus. Dans pas mal d'organisations qu'on accompagne, ces tâches étaient dévouées à des commerciaux. Les commerciaux ont beaucoup de sujets, mais finalement faire de la relance, c'est pas le sujet qui les passionne le plus. Et donc au final, il y a des devis qui ne reviennent pas, il y a des opportunités qui sont laissées sur la table. Et donc là, typiquement, on va demander à la robotique traditionnelle de faire ces relances. Sur le retour qui est fait des clients, il y a besoin d'avoir une compréhension de ce qui est communiqué par le client. Et là, on adjoint une fonction cognitive qui est capable d'évaluer la pièce jointe du client et de faire le lien avec la demande sortante ou finalement la relance. Pour 1, arrêter les relances, 2, prendre le document, le mettre en GED et puis lancer les traitements. Ça y est, le devis a été signé, je l'ai réceptionné, le robot le range, enfin le système le range là où il faut. Et par exemple, chez un de nos clients, a été question d'avoir un point de validation humain ou de complément d'un opérateur humain. Et là, en fait, l'humain, où préalablement, toutes ces tâches étaient dévouées à des assistantes, chez 45 assistantes sur le territoire français. Aujourd'hui, on va pouvoir limiter le nombre d'assistantes qui ont à faire ces validations-là, en facilitant leur travail, en présentant à la fois les documents dans un seul écran, et puis les actes de décision, faciliter cette prise de décision avec une aide à la décision. Elles ne font que valider la compréhension de la machine, mais elles sont en capacité de faire ça beaucoup plus rapidement, puisque les actes à valider leur arrivent directement, grâce notamment à ce qu'on disait tout à l'heure autour du low-code, une
page intelligente, bien faite, avec de l'intelligence métier à l'intérieur et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et c'est un peu ce qu'on disait quand on parlait de toutes ces technologies qui servent les métiers. Je pense qu'il y a quelques années, on aurait traité certains bouts de ce process et aujourd'hui, on est capable d'aller beaucoup plus profondément sur le end-to-end ou le bout en bout. Et l'évolution technologique, c'est principalement le low-code dont tu as... Sur ce sujet-là, le low-code, ainsi que la capacité d'évaluer le mail de retour des clients, parce qu'en fait... Les compétences cognitives de l'application. Ouais. Il y a énormément de cas possibles dans les retours d'un client, à commencer par le client était en vacances, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc c'est là où on met une petite intelligence qui est très verticale, mais qui est capable, avec du machine learning, de comprendre ce retour et d'aider les équipes sur ce processus. Gaëtan, une recommandation pour la communauté ? Avec plaisir. Ça illustre à peu près ce que vient de dire Julien, c'est-à-dire faites bien les choses. Ça fonctionne, on le sait. Faites bien les choses, prenez-le dans l'ordre, démarrez avec des use cases qui ont un retour sur investissement sérieux, mettez en place une organisation projet sérieuse, mettez de l'agilité dans cette organisation puisque ça va de pair avec le type de projet et sécurisez cette réussite en y mettant les moyens. Tu as parlé tout à l'heure de sous-investissement. Oui, on a trop constaté de sous-investissement sur ce projet, alors que ce sont des vrais projets, des beaux projets de système d'information, et qu'il faut leur donner ces moyens. Et j'ajouterais, et Julien sera forcément d'accord avec moi, pour ceux qui démarrent, se faire accompagner, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Bon, écoutez, c'est le mot de la fin. Merci messieurs, merci beaucoup. On rentre dans des exemples tout de suite, notamment avec l'order to cash, justement. Les amis, on continue. On va parler d'automatisation, l'intégration structurelle de l'automatisation dans le paysage IT de la finance. L'automatisation est partout. On va en parler avec deux experts passionnés, passionnants sur l'automatisation justement. Céline Bail, ça va ? Bonjour Loïc, Bonjour. Ça va très bien, merci. Directrice marketing produit chez Sage. Et Arnaud Petit, ton CFO, Céline. Exactement. Bonjour Loïc. Salut Arnaud. Ravi de vous avoir. On va parler d'automatisation, on va balayer les grands enjeux d'automatisation et en sortir quelques grandes convictions pour que vous puissiez y voir plus clair dans vos propres démarches. Je commence avec toi, Céline. Quand on parle d'automatisation, qu'est-ce que tu intègres dans cette notion qui, entre nous, est un peu fourre-tout ? C'est pas faux. Parce qu'il y a plein de technologies qu'on pourrait classer dans l'automatisation. Ouais. Je dirais très simplement que l'automatisation, c'est tout ce qui n'est pas fait de l'action humaine. Ouais. Et que l'on peut remplacer par un algorithme, une machine, etc. Un logiciel. Donc, je vais mettre dedans la démat, l'interconnectivité des applications. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, c'est super large. Qu'est-ce que tu mets, Arnaud ? En fait, on a un paquet d'activités transactionnelles en finance. Ça a toujours été le cas. Et l'idée, c'est de les limiter au maximum pour que les financiers fassent principalement du jugemental. Donc, dès qu'on va pouvoir réduire… Principalement du jugemental, du jugement. Du jugement, de l'analyse, de la réflexion. Exactement, de la réflexion. On arrête le data crunching. Voilà, plutôt que passer des heures à faire du Excel ou à aller communiquer avec les banques, avec les clients, les fournisseurs, faire de la réconciliation. L'idée, c'est d'utiliser les outils pour automatiser au maximum. Donc, c'est ça. Et donner du sens, en fait. Je pense que la fonction du DAF, des équipes financières étendues, c'est donner du sens aux chiffres. Donc, moins passer de temps sur l'archéologie, le nettoyage de la data, le rangement, l'organisation, etc. Finalement, l'automatisme est là pour ça, pour leur donner du temps, pour donner de la valeur à l'entreprise en soi. Alors, justement, qu'est-ce qui change pour une direction financière avant de rentrer dans le détail ? Alors, comme j'ai évoqué, en fait, on a énormément une prolifération de la data en interne avec effectivement les ventes, le marketing, la compétition, tout ça. Et en externe, on a énormément d'informations qui arrivent de partout. Et donc, ça va être comment on va gérer cette data avec nos outils en interne, et essayer de la simplifier, essayer de la coder pour pouvoir tirer des conclusions. Donc ça, c'est un premier point. Le second, c'est… On entend dans ta voix que finalement, le CFO, c'est le Chief Data Officer de l'entreprise. En plus, tu travailles dans une boîte de tech, ce qui doit pas être évident. C'est un vaste sujet. En fait, j'écoutais attentivement la vidéo
précédente. Et en fait, la data a été beaucoup en finance. Donc le Chief Data Officer était beaucoup en finance. Et j'étais plutôt d'accord avec les interlocuteurs précédents. La data n'appartient pas à la finance parce qu'on a des informations clients qui est donc du coup le CEO. Le CEO sont tout à fait légitimes pour être propriétaire de la data. Pour répondre à ta question, en fait, au-delà de la data, après nous, on a d'autres sujets qui viennent avec ça, c'est la sécurité. Donc on est très inquiet par rapport au risque client, risque fournisseur, risque de change. Voilà. Et donc comment on va utiliser l'information. Exactement, et les fraudes, exactement, pour minimiser les risques, en fait. Et donc, c'est très lourd d'implications. Ça va du reporting classique, ça va de l'intégration des systèmes, compta client, compta fournisseur, mais jusqu'à comment on fait de l'analyse, comment on fait de la recommandation et comment on fait comment on parle de l'avenir avec le CEO de la boîte. Exactement. Il y a 2 points qui m'intéressent. C'est cette capacité à tous les deux à distinguer l'automatisation à la fois pour éliminer les tâches à faible valeur ajoutée, pour créer de l'efficience. Et il y a un autre pan intéressant qui est la sécurisation. Parce que notamment, toi, tu défends l'idée, Céline, que automatiser, finalement, c'est sécuriser. Oui. Or, ça fait un peu peur initialement, c'est un peu contre-intuitif. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets où l'automatisation permet de mieux sécuriser ? Typiquement, on a un exemple qui est très actuel, la dématérialisation des factures, notamment avec le projet de facture électronique de l'État qui accompagne aussi cette démarche croissante dans les entreprises. Avant, on pouvait perdre des factures. On pouvait. On pouvait aussi perdre des emails qui transportaient des factures PDF. Tout ça, c'est un risque pour l'entreprise, un risque après plus global s'il est plus volumineux. Donc le fait de créer des liens entre le système des fournisseurs et le système du payeur, ça permet non seulement de gagner du temps de réduire le niveau d'effort des collaborateurs, parce que ce n'est pas des tâches à valeur ajoutée. Aujourd'hui, pour un projet, si tu veux, en 10 jours, tu vas gagner 4 jours sur ton délai de clôture parce que la machine va le faire pour toi et tes équipes vont pouvoir travailler sur les exceptions, toujours, bien sûr. L'humain est toujours là pour analyser, donner du sens aux chiffres, c'est ce qu'on se disait. Et typiquement, sur la sécurité, on peut dire aussi que ça nous fait gagner en coût, puisque l'entreprise ne se bat pas pour défendre son intégrité de la donnée, elle se bat pour réduire ses coûts plus. Aujourd'hui, une facture dématérialisée, en moyenne, ça fait gagner 5 € par facture. Donc, quand tu as des entreprises qui en gèrent 100 000, 200 000, etc., c'est quand même très important. Et puis, il y a la CCI de Nice qui disait le fait de sécuriser pour l'interne, c'est bien, mais aussi quand j'ai les CAC qui viennent dans l'entreprise et qui font un audit, le fait d'avoir toutes mes factures qui sont indexées, on va très vite pour les retrouver. Et donc, c'est une sérénité aussi qu'on donne aux équipes. On parle de sécurité pour l'entreprise et de sérénité pour le collab. Donc, ton message est simplement de dire que lorsque l'on automatise, lorsqu'on digitalise, on évite les oublis, on évite des erreurs, on rentre dans un processus standardisé, homogène, ce qui permet d'accroître le niveau de maturité et donc de réduire le risque. C'est ça si je... Exactement. On gagne en intégrité. Et c'est vrai que ce qu'on disait, une erreur de data peut être une erreur stratégique pour l'entreprise puisqu'on prend des décisions sur la base de ce qu'on voit. Donc comme tu dis, il y a un volume important, mais si en plus il y a une erreur, on peut prendre des choix d'investissement erronés. Oui, Arnaud ? Oui, en fait, il y a un deuxième cas de figure qui me vient à l'idée. On a malheureusement énormément de clients qui se font pirater. Qui se font détourner des emails. Alors typiquement, c'est quoi ? Ça va être l'email d'un CEO, d'une PME, d'un patron d'une boîte qui a 3-4 filiales. Et cet email est en fait envoyé depuis sa boîte email et vers la compta, vers la personne en charge des transferts bancaires en disant est-ce que tu peux virer 25 000 € là sur ce compte-là pour ce client. La fameuse faute au président, absolument. Exactement. Et ça, crois-moi, c'est incroyable, mais ça arrive quasiment toutes les semaines à plusieurs dizaines d'entreprises. Donc là, typiquement... Et comment l'automatisation permet, parce que
la signature électronique. C'est incroyable, mais en fait, ouais, ça paraît fou. Ça paraît fou parce qu'on a envie de se dire, attends, on va tout faire, on va tout revenir, on va tout reprendre et revenir au papier pour éviter ce genre de fraude. Et ben, en fait, bon, tu as la tentation, évidemment, avec des processus où tu as 4-5 personnes qui vont signer avec du papier signé, véritablement, tu as raison. Et puis après, il faut avancer, il faut être connecté. On est tous, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Megatrend, donc on parle de la data, on parle de la sécurité. Puis après, il y a une troisième vérité, c'est la mobilité. On a tous énormément travaillé, on travaille différemment, on travaille tous avec les téléphones portables. Aller dans ton sens, je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise du canal de Suez, où il a fallu faire du paiement instantané pour aller chercher des marchandises ailleurs, parce qu'elles étaient bloquées à Suez. Et du coup, ces capacités de paiement instantané, si tu mets un workflow qui dure 4-5 jours, tu peux rater une marchandise. Et donc, l'instantanéité est devenue règle, usage. Donc, la signature électronique est une réponse à cela. Bon, on avance et c'est parfait parce que du coup, vous illustrez concrètement. Concernant toute la partie bancaire, la relation avec la banque, il y a des enjeux colossaux de fraude, des enjeux colossaux d'efficience aussi. Quels sont les exemples d'automatisation que tu aimerais illustrer? Alors, Céline, n'hésite pas à aider. Le sujet, évidemment, fraude et je dirais sécurité est primordial. Celui qui vient probablement en tête de beaucoup de responsables financiers, c'est évidemment la gestion du cash. C'est-à-dire que dans la relation à la banque, c'est vraiment comment on va collecter le cash le plus rapidement possible. Alors dans un contexte Covid, imagine, la nécessité de recouvrir les créances clients et de le basculer sur ton compte pour pouvoir honorer tes charges. Voilà. Donc ça va être cette nécessité d'interconnecter avec les banques aussi souvent que possible, le plus rapidement possible. Et donc les outils sont parfaits pour ça. L'automatisation est parfaite. Et au-delà de ça, c'est comment on se tourne vers les clients et vers les fournisseurs. Donc les encaissements. Un cran plus loin, ok. Exactement. Donc c'est encaissement, décaissement et du coup la gestion de la trésorerie et du coup la gestion du cash. Parce que ce qu'on oublie souvent, on a des clients qui ont plus de 110 comptes. Ils ont plusieurs filiales internationales, je pense à un, ils en ont 50. 110 comptes pour faire du cash pooling, c'est un enfer. Si tu as besoin d'un cerveau augmenté, c'est à ça que sert pour moi l'automatisation. C'est un cerveau augmenté qui va te permettre à toi de n'interagir que pour les exceptions, comme je le disais. Et aujourd'hui, on a des outils parfaits pour le faire et qui permettent justement de pouvoir avoir cette visibilité en temps réel du cash quand tu as besoin, on le disait tout à l'heure, d'acheter de la marchandise au dernier moment ou de devoir payer un fournisseur. Est-ce que le stade suprême de l'automatisation, c'est pas justement cette IoT, cette capacité à tout interconnecter, Céline? Moi, je trouve qu'on voit des trucs géniaux chez les entrepreneurs français notamment, parce qu'aujourd'hui, justement, donc, on étend notre système nerveux, parce qu'on va dire que les applications qu'on fait chez Sage, on va appeler ça le backbone de l'entreprise. C'est là où je gère mes opérations, c'est ma colonne vertébrale. Et finalement, aujourd'hui, on va développer un système nerveux autour, les capteurs vers les clients, les fournisseurs et les machines. Parce qu'aujourd'hui, quand on a besoin d'accélérer les process, c'est un peu la question, on a toujours besoin d'aller plus vite, et puis comment on sécurise les machines, arrêter les pannes, faire moins de rebuts. Et là, je vais t'emmener vers le bilan gaz à effet de serre. Attention, on est parti. Mais finalement, la connexion aux machines fait qu'on se dote d'une intelligence démultipliée parce qu'on a plein de data, tu as raison, mais ça nous permet de faire de la maintenance prédictive, ça nous permet de sécuriser nos machines. On a plein d'exemples d'armoires connectées, de wagons connectés qui permettent aux entreprises d'avoir une visibilité en temps réel sur l'usage de leurs machines. Ça, c'est fantastique en termes de sécurisation, d'intégrité, puis pour se sentir plus serein dans son business. Et puis, on crée. On innove, on crée des nouveaux services avec ça, on crée des nouveaux produits. Je ne sais pas si tu as vu, l'économie d'abonnement transpire. C'était la téléphonie, c'était la télévision. Maintenant, c'est le retail. Exactement. Absolument. Et sans les machines, ce n'est pas possible. Sans les capteurs sur les machines, c'est impossible. Donc la finance, le nouveau rôle de la finance, et je reviens à ma première question, c'est d'être in fine ce hub d'interconnexion entre clients, fournisseurs, banques, analystes, marchés. En interne aussi. Donc quand on a la data, comment on partage avec les équipes des ventes, les équipes marketing, les équipes de sales opérations.
Donc en fait, on a ce rôle de trait d'union. Ouais, le hub, le trait d'union, le pivot. J'irais même plus loin, je dirais conseil interne. Parce que tu vois, typiquement, quand on revoit chaque année nos politiques tarifaires, on le fait avec la finance, on le fait avec mes équivalents dans les équipes d'Arnaud. Ils nous aident à positionner le prix sur notre marché. C'est ma compétence, c'est la compétence de mes équipes, mais on le fait ensemble. Pour assurer que le PNL de l'entreprise tient avec les offres cloud, etc. C'était pas inné pour tout le monde de savoir comment se positionner par rapport au marché. Et c'est là où je dis c'est un vrai conseil interne la DAF en fait. Justement, est-ce qu'on va aller un cran plus loin, comment Sage aide à être ce hub d'interconnexion entre l'interne, l'externe et les différentes parties prenantes? Quelques mots déjà sur Sage. On a en tête les ETI, mais pas que. Vous travaillez aussi pour des grands groupes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On fait le grand écart. On est très agile chez Sage. On travaille de la TPE à la grande entreprise. Évidemment, pas avec les mêmes applications de gestion. Je précise quand même, il y a des applications qui sont in the pocket pour la personne qui est sur son chantier et qui fait du bâtiment, ou des grands patrons de groupes que l'on accompagne notamment sur leur cash management. Donc, on a des applications spécifiques pour chaque. Par contre, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on peut démocratiser des innovations technologiques pour la TPE que seules, jusque-là, des grandes entreprises pouvaient s'offrir. La sécurité du cloud mutualisé, ça, on l'offre à tous. La démat, on l'offre à tous. L'automatisation de recouvrement, on l'offre à tous. Et c'est ça qui est génial chez Sage, c'est cette capacité de pouvoir partager et de pouvoir démocratiser au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, comme tu le disais, l'IoT, toutes ces nouvelles technos, la mobilité, c'est pour tous. Tu as un exemple justement avec Sage où vous avez réussi à aller dans ce cap de maturité, dans le recouvrement par exemple, ou dans d'autres domaines? Aujourd'hui, on a accompagné des startups comme Deezer, qui est très connu, un champion chez nous de la musique, qui était une startup, qui avait une application dédiée pour elle. Et puis, elle a grandi avec nos applicatifs. Et aujourd'hui, ils nous disent typiquement le casse-tête de calcul des redevances de musique. C'est un enfer en termes de volumétrie de data. Et sans les applicatifs qu'on met à leur disposition, ça serait impossible, tout simplement impossible. Pour le recouvrement des clients, c'est pareil. On va dire quand même que c'est le mal français, le retard de paiement. Il y en a beaucoup d'entreprises, il y a 2 entreprises sur 3 qui sont en redressement judiciaire, qui le sont à cause du cash. Bien sûr. C'est quand même terrible. On a vu que le Covid a fait beaucoup de mal. Et du coup, d'organiser cette relance, d'organiser ce scénario, de se connecter jusqu'aux organismes de notation en standard, c'est d'automatiser cette analyse du risque client. C'est un souffle pour beaucoup d'entrepreneurs en France. Et on remarque aujourd'hui, les gains, on gagne 3 jours de DSO, à peu près 10 jours de DSO litige. C'est un vrai gain. C'est un vrai quick win aujourd'hui pour les entrepreneurs. Souvent, on se dit c'est l'apanage des grands groupes. Ben non, c'est possible aussi pour la PME. Je retiendrai étendre le système nerveux de l'entreprise et de la fonction finance. On est en plein dans le futur de la fonction finance. Merci à tous les deux. Merci pour ces exemples concrets et merci d'avoir joué le jeu de l'illustration. On continue sur Future of Finance et sur Bismart. On passe avec un focus O2C maintenant. Allez, on se retrouve donc Future of Finance pour parler d'order to cash. Évidemment, une séquence particulièrement attendue puisque pendant le Covid, l'order to cash a été mis sous l'effet des projecteurs avec une nécessaire digitalisation, je dirais même une urgence en termes de digitalisation. Pour en parler, 2 experts. À ma droite, Frédéric Huby, le patron de Blackline en France, et à ma gauche, Laurent Guiriten. J'ai bien prononcé Laurent, c'est bon, exactement. Qui s'occupe du processus order to cash chez Sanofi. On commence par toi, Frédéric. Je disais qu'il y avait une urgence de digitalisation, le Covid. Pourquoi l'order to cash est au top des priorités des directions financières ? D'abord, bonjour Loïc. Bien, elle est sous le feu de l'actualité. Tu l'as cité il y a un instant, c'est l'effet évidemment pandémie, mais plus que ça, et intrinsèquement, effectivement, c'est un sujet
qui reste encore perfectible dans les entreprises parce qu'il est transverse. Il est assez complexe, il implique beaucoup de strates de l'entreprise, les ventes bien entendu, l'administration des ventes, la compta, parfois des CSP, enfin il peut y avoir beaucoup jusqu'à la partie recouvrement, effectivement. Il y a un volet réglementaire qui arrive sur le terrain d'ici relativement peu de temps en France puisqu'il sera obligatoire de facturer en format électronique bientôt. Et puis, ça a un impact sur la relation client et la satisfaction client parce que ça fait partie aussi des choses sur lesquelles les clients sont attentifs. Ils n'aiment pas trop être relancés, comme tout à chacun, lorsque on lui demande s'il a payé sa facture alors que ça fait plus d'un mois qu'il a déjà réglé. Donc un sujet hautement sensible pour résumer. Tu le confirmes, Laurent ? Absolument. Un sujet qui est quand même en retard par rapport, l'order to cash, en retard par rapport au processus fournisseur procure-to-pay. Oui, alors absolument, qui est en retard pour tout un tas de raisons, mais je pense qu'effectivement, ce que la crise Covid a mis en évidence dans un premier temps, c'est que sur la partie recouvrement, c'était un processus, order to cash, c'était un processus sur lequel la robustesse n'était pas nécessairement là où on espérait qu'elle soit, et tout le monde, assez rapidement, s'est fait un peu peur en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer, comment on va sortir un petit peu de cet épisode. Alors on s'en est bien sorti, mais c'est vrai que pour Sanofi, ça a été vraiment l'occasion d'accélérer la mise en œuvre des projets de transformation qu'on avait et la digitalisation, en particulier de processus de recouvrement. Ah bon, on va y venir. Alors, où commence et où s'arrête l'order to cash, selon vous, Frédéric ? Je vais peut-être un peu choquer les puristes, mais je vais le diviser en 4 grands blocs. Oui. Il y a effectivement la partie vente, effectivement, qui est à la création de la relation client, en l'occurrence. Après, il y a la partie facturation, qui est souvent gérée derrière l'ERP, etc., l'émission de la facture. Ensuite, il y a la partie que je vais appeler rapprochement, puisque effectivement, le cash, à un moment donné, va rentrer dans l'entreprise, mais il faut pouvoir le vérifier et ce qu'on appelle l'allouer, et donc le rapprocher comptablement, effectivement. Puis après, il y a la partie recouvrement. Si on doit simplifier probablement à l'extrême, voilà à peu près les 4 grands blocs, effectivement, qui sont représentés aujourd'hui. Et intrinsèquement, on s'aperçoit que finalement, les retards de paiement, et je vais citer mes sources, en l'occurrence, c'est une étude de l'ANCR qui a publié récemment que 40% des retards de paiement sont en fait intrinsèques au processus interne de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas de la faute du client, c'est de la faute de l'entreprise, finalement, qui n'est pas tout à fait carrée sur son process. Laurent, tu es d'accord avec ce découpage en 4 ? Même analyse. Alors, même, j'irai plus simplement, ce qui me semble important, c'est qu'il y a effectivement, c'est un processus transverse et c'est un processus qui traverse, en fait, la fonction financière et les opérations, supply chain, commerce. Et en fait, c'est dans ce croisement, le fait qu'il est au croisement de ces deux activités que se trouve toute la complexité. Et effectivement, je reprends les mêmes étapes. On part du début de la création du client jusqu'au processus de recouvrement à la fin, avec, je dirais, en fonction des entreprises, parfois, je dirais, une vision un peu plus financière du processus et parfois une vision plus tournée sur le commercial, sur le client et sur la chaîne d'approvisionnement. Mais en réalité, c'est bien un processus qui couvre l'ensemble du cycle de vente. Et dans cette chaîne-là, selon vos convictions personnelles, qu'est-ce qu'il faut digitaliser ? J'étais étonné d'entendre dire qu'il faut digitaliser la dernière partie. Alors, ça, c'est un peu l'approche qu'on a suivie, effectivement, chez Sanofi. Commencer par la fin ? En fait, ça dépend des objectifs que l'on a. Si on est plus tourné sur la satisfaction client, sur l'amélioration du service client, évidemment, on va plutôt travailler sur l'amont du processus. Si on est plus sur la performance financière, l'amélioration des délais de paiement, alors moi, je trouve qu'effectivement, il y a grand avantage à aller sur l'aval du processus. Mais bien entendu, quand on va sur l'aval, comme vous l'aviez dit, il est bien évident que énormément de sources de dysfonctionnement sont dans l'amont. Donc, effectivement, mais il faut à tout prix, je dirais, régler tout ce qui se trouve, parce que c'est là qu'on va pouvoir mettre en œuvre les nouvelles solutions qui arrivent aujourd'hui sur le marché, qui mettent en œuvre de l'intelligence artificielle et qui font appel finalement à une meilleure prédiction des comportements du client. Donc c'est cette partie-là qui, à mon sens, présente le plus d'intérêt en termes de digitalisation. Et quand tu dis intérêt, je lis sur tes lèvres potentiel d'efficience et d'efficacité. Alors les deux, effectivement, potentiel d'efficience et potentiel d'amélioration effectivement, du résultat et des délais de moyens de paiement. Même question, Frédéric, dans ce processus, selon ta conviction, là, vous arrivez à fond sur ce marché, qu'est-ce qu'il faut digitaliser en premier, selon toi ?
Alors évidemment, je serais un peu partisan, mais cela dit, je rejoins l'analyse de Laurent, c'est-à-dire que la partie aval du processus order to cash, c'est celle qui est a priori la plus standardisable par rapport à l'existant aujourd'hui. C'est celle qui connaît une forte volumétrie dans beaucoup de cas, effectivement, et c'est celle qui est au final très bon candidat pour l'application de, je dirais, des technologies de type machine learning ou de type intelligence artificielle. Ça s'y prête assez bien, parce qu'on y trouve toutes les caractéristiques de base applicables à ce type de raisonnement. Je vais mettre les pieds dans le plat. Quand je vous entends parler de transversalité entre le commerce, la supply chain et la finance, j'entends collaboratif et j'entends des alignements, on va se dire les choses. Quelles sont les difficultés prioritaires pour pouvoir digitaliser le processus? Qui veut commencer, Laurent? Oui, ben c'est ça, effectivement, la transversalité, on est sur deux cultures différentes, la finance d'un côté, le commerce de l'autre. Deux mondes opposés. Deux mondes qui s'opposent et qui ne voient pas les choses de la même façon. Donc ça, c'est la première difficulté. Mais il y a une autre difficulté aussi, je pense, qui est tout aussi importante, c'est qu'on est face aux clients. Donc vous parliez au début de la discussion par rapport à d'autres processus financiers, le processus achat, procure to pay. P2P. Effectivement, là, on n'est pas dans un monde où on peut décider tout seul comment les clients doivent passer commande, payer, etc. C'est beaucoup plus complexe. C'est compliqué d'être autoritaire avec les clients tels qu'on peut l'être, ou les directions achats peuvent l'être avec leurs fournisseurs. Absolument. Et c'est pour ça qu'effectivement, à la fin, aujourd'hui, on est plus en retard en termes de standardisation qu'on peut l'être sur des processus RH ou achat. La technologie est prête, Frédéric. L'enjeu, le point dur, c'est cet alignement, cette réconciliation, ce collaboratif. C'est un des aspects qui est largement améliorable dans beaucoup d'entreprises, assez clairement. L'autre, c'est effectivement la transversalité, on l'a dit, parce que y a beaucoup d'humains dans ce volet et la capacité effectivement de venir apporter et éclairer une décision et ne pas empêcher une livraison à un client sous prétexte que l'encours n'a pas été suffisamment réconcilié à temps, en l'occurrence, et que ça serait tout à fait dommageable, en l'occurrence. Donc il y a un vrai sujet de gouvernance globale, avec parfois des intérêts divergents entre les parties prenantes, effectivement. Entre mes équipes de vente, par exemple, j'ai du mal de temps en temps à les amener sur la culture cash. Bon, mais alors comment, je disais en introduction, comment BlackLine aide? Je rappelle que BlackLine rentre sur le marché grâce à une acquisition. Tu peux nous donner quelques éléments. Et pourquoi BlackLine, cette solution, est particulièrement pertinente pour cette digitalisation? Alors, BlackLine est depuis 20 ans présent dans la clôture comptable générale et on a développé des solutions cloud auprès de à peu près 4000 clients aujourd'hui partout dans le monde. Et partenaire de Future of Finance depuis la première édition. Voilà, il y a un fidèle partenaire et un heureux partenaire. Et donc, il y a à peu près un an, on a opéré pratiquement la plus grosse opération de croissance externe réalisée par BlackLine, qui jusqu'à maintenant n'avait fait que de la croissance organique, en mettant un pied, et même de plein pied, dans la partie order to cash, effectivement dans la partie aval qu'on vient de citer. Effectivement. Ça nous apporte des synergies fonctionnelles, parce qu'évidemment, cette partie order to cash est amont de la partie clôture comptable générale. Donc on imagine assez bien des combinaisons fonctionnelles pour apporter de la valeur à nos clients et à nos futurs clients. C'est aussi une partie technologique qui se marie bien, puisque la cible qu'on a acquise, en l'occurrence, avait un vrai savoir-faire en matière de machine learning et d'intelligence artificielle sur lequel, du coup, on capitalise. Notamment pour la partie recouvrement ? Notamment pour la partie recouvrement, parce que si je prends l'exemple d'un client, par exemple, il a diminué de façon très remarquable les équipes qui étaient allouées au rapprochement et à la réconciliation donc, de ce lettrage sur les encaissements, en l'occurrence, qui prenait à peu près, pour sa branche, à peu près une douzaine de personnes mensuellement. Et après 2 années d'exercice, puisqu'il a fallu, avec le machine learning, il y a une courbe d'apprentissage, ça ne vient pas tout seul du premier coup, je pense peut-être Laurent pourra compléter là-dessus, eh bien, ils sont passés de 12 à 3. Et ça a été très relutif, puisque effectivement, ça a permis de redéployer des capacités, notamment sur la partie recouvrement. Donc le recouvrement a été meilleur s'il y avait plus de monde pour s'en occuper, en l'occurrence, et d'autres personnes sont parties sur la compta gênée. Attends, mais rentre un tout petit peu dans le détail. On est passé de 12 à 3. Que fait la solution? Que fait le logiciel? Eh bien, en fait, elle va
absorber un certain nombre d'informations qui viennent de la compta, généralement de l'ERP. Ouais. Elle va absorber de l'information qui vient des avis de paiement, en l'occurrence, et elle va absorber de l'information qui vient en fait des banques, effectivement, qui donnent cette information sur les paiements et les encaissements, effectivement. Il va rassembler un mix de tout ça dans une base de données sur lesquelles on va appliquer des mécanismes et des règles métiers qui sont paramétrables dans le système. Et ensuite, donc des algorithmes ? Et des algorithmes qui vont amener effectivement la machine à être auto-apprenante, effectivement. Mais il y a une partie qui sera déduite effectivement par la machine, il y a une partie qui sera demandée pour confirmation par un utilisateur, et du coup, ça devient quelque chose que la machine va reprendre. Et la prochaine fois que le cas va se présenter, elle s'en rappellera. Elle s'en rappellera et elle va l'appliquer, du coup. Ce qui fait que le taux de rapprochement va monter à chaque fois que la machine est auto-apprenante. Et on arrive maintenant sur les taux de rapprochement tous les matins à 9h. Alors, pour certains clients, c'est à 70%. Pour les meilleurs, ça arrive à 90%. Donc, dans la journée, on a à s'occuper des 10% des cas. Juste le delta. Voilà. Bon. Intéressant. Laurent, toi qui as mené ou qui mène encore un projet de digitalisation important de ce processus, quelles recommandations tu donnerais à la communauté pour ceux qui nous regardent et qui vont se lancer juste après t'avoir écouté ? Alors, ce qu'on a fait, nous, effectivement, parce que je rejoins, on a eu l'expérience similaire avec une autre solution, mais qu'on a choisi dès qu'on a lancé notre organisation de Global Business Services il y a de ça 5 ans. On a tout de suite cherché une solution qui allait pouvoir supporter toutes les activités financières, du crédit, du recouvrement, de cash application, le lettrage des paiements et également de la gestion des litiges, en fait. Donc, on a regardé un petit peu sur le marché ce qu'il y avait et on s'est vraiment focalisé sur ces parties-là parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était là où on pensait qu'effectivement, tout ce qui était prédictif pouvait apporter vraiment quelque chose en termes d'efficacité. Donc, on a choisi une solution. On a commencé à déployer le premier module qui était le module de lettrage, en enregistrant à peu près le même genre de gain d'efficacité. Alors, variable en fonction des pays, parce qu'on l'a déployé dans plus de 50 pays dans le monde, avec des taux d'automatisation variant de 50, 60, 70, 80, 90, voire 100. Et donc maintenant, on vise le maximum, c'est-à-dire dans l'absolu, on peut tout lettrer, parce qu'il suffit qu'on ait l'information, et si on a les algorithmes qu'il faut, les informations qui permettent, on peut tout automatiser. Donc c'est ça finalement notre objectif. Et je dirais après, par rapport à l'exercice, l'expérience qu'on a eue, bon, on est un peu rentré, moi je suis un peu rentré dans le lettrage par hasard, parce que tactiquement, en interne, c'était plus intéressant de commencer par cette partie d'activité. J'avais regardé, est-ce qu'il faut plus aller sur le recouvrement, le lettrage, autre chose ? En fait, dans les autres concurrents et industries qui ont déployé ce genre de solution, j'ai jamais vu vraiment une réflexion très argumentée sur où était l'optimal, etc. Donc je pense que c'est plus après une question de où est-ce qu'on en est, dans quelle maturité et où sont les gains qui sont attendus. Donc nous, on a déployé le cash app, la collection, et on va aller progressivement vers une intégration encore plus grande de la digitalisation du processus. Même question, une recommandation pour la communauté qui nous écoute, par quoi commencer? Quelles sont les leçons de tes premières expériences, des premiers clients qui ont démarré? Qu'est-ce que tu recommanderais? Il faut commencer là où on a des gains rapides en termes d'efficience parce qu'on est dans une stratégie souvent de quick win. Donc on va essayer de trouver, je dirais, les points d'ancrage sur lesquels on va obtenir le plus rapidement possible des bénéfices. Ça, c'est, je crois, que la première recommandation. C'est pour ça que cette partie Cash App qui a été citée par Cash Application, citée par Laurent, est une cible à privilégier parce qu'elle représente aujourd'hui une structure qui représente beaucoup de choses transactionnelles, qui est un métier où, de façon à peu près certaine pour les années futures, effectivement, on y aura de moins en moins recours par les progrès de l'ERP et par les progrès technologiques qu'on vient de citer, effectivement. Donc celui-là est effectivement un très 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 bon client, effectivement. Puis après, il y a le volet réglementaire qui nous arrive en France, il faudra s'y pencher. Avec notamment, on note une maturité importante de Sanofi, déjà en nommant un Global Process Owner. Absolument. Alors ça, c'est effectivement... oui, c'est un peu une best practice dans les organisations et qu'on voit
dans les organisations de type shared services. C'est un domaine dans lequel je pense qu'en France, on était un peu en retard. Ouais. Je pense toujours un petit peu, mais effectivement, c'est un prérequis parce qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir cette vue intégrée, complète du processus de bout en bout pour mener les différentes améliorations sur toutes les parties finalement du processus. On peut dire que Sanofi est plutôt en avance sur l'observation qu'on peut avoir du marché à l'heure actuelle. C'est clair. Écoutez, mille merci. Merci pour votre éclairage. Merci pour votre témoignage. J'ai quand même le sentiment qu'on va parler beaucoup d'order to cash dans les années à venir. La digitalisation est devant nous. Merci. On continue. On part notamment chez JC2Co tout de suite. Allez, on continue sur l'automatisation avec des cas concrets. Nous sommes avec Basware, Farid Ladjmi. J'ai bien prononcé ? Ladjmi. Ladjmi, pardon. Senior Pre-Sales consultant chez Basware. Salut Farid, pardon. Salut Loïc. Alexandre Armin, j'ai bien prononcé, directeur finance et système d'information chez JC2Co. Ravi de te retrouver. Bonjour Loïc, ravi. On va parler d'automatisation, de digitalisation et d'efficience, notamment dans des modèles centralisés comme des CSP, mais pas que, d'une direction financière. Alexandre, je vais commencer par toi peut-être. L'enjeu majeur, c'est d'avoir réussi à éliminer un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée, mais surtout d'avoir digitalisé un certain nombre de processus qui étaient encore très papier. C'est ça l'enjeu ? Tout à fait. Chez JC2Co, on a une forme de CSP, on a une direction comptable centralisée qui travaille pour toutes nos agences en France, une quinzaine d'agences. On a 20 sociétés, des gros volumes. Si on parle plus précisément de l'enjeu qui nous a occupé sur la facturation, le traitement du process facture fournisseur, c'est 140 000 factures par an. On avait un double enjeu, faire face à ce volume qui ne cessait de croître. Et puis on avait aussi l'exigence de trouver des gains de productivité, l'impérieuse nécessité de continuer à gagner en productivité sur nos fonctions support, en premier lieu à la comptabilité, parce qu'on est dans un environnement toujours plus compétitif. Donc ça, c'est vrai qu'on avait aussi cet enjeu économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'efficacité, d'économie de TP, éviter des saisies inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est déjà l'efficacité dans le process. Arriver à traiter la charge en allant plus vite, donc effectivement être plus efficace dans le processus, travailler plus rapidement, aller plus vite pour la même tâche, et évidemment derrière, même si on n'a pas procédé à des licenciements ou à des départs parce qu'on a automatisé ou digitalisé, c'est vrai que ce projet il nous a permis de ne pas remplacer déjà. On était, rien qu'à la comptabilité fournisseur, 19 ou 18 comptables. On a fait moins 40% sur 3-4 ans grâce à l'implémentation de la solution de Demat, Basware. On a gagné 6 à 7 collaborateurs. Ce sont des non-remplacements de départ en retraite. Ça s'est fait de manière très très soft. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus efficacement avec un volume qui s'est accru et donc moins de collaborateurs, moins de collaboratrices parce qu'il y a de l'automatisation. Et donc effectivement, les collaborateurs qui restent se reconcentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je rappelle que vous avez mis en place le projet de dématérialisation en 2018. 2018, c'est ça fait bientôt 4 ans et puis voilà, on a bien progressé sur ces 4 dernières années. Farid, pendant cette période de Covid, est-ce que tu as senti une accélération ? Moi, je te partage mon sentiment. J'ai l'impression qu'avec ceux qui étaient prêts, qui avaient anticipé cette dématérialisation et donc qui ont pu faire face à la période de confinement et ceux qui ne l'étaient pas, comment toi tu vois ton portefeuille de clients ? Alors, il y a eu une prise de conscience qui est indéniable pendant cette période. Ouais. Forcément. À quel niveau ? De la part des fournisseurs, des directions financières, on s'est dit, pendant cette période, ce qui était clé, c'est la gestion de la trésorerie. Donc, il fallait payer et être payé, et surtout éviter d'interrompre la chaîne de production. C'était ça l'enjeu majeur. Or, pour le faire, c'est compliqué quand on a les délais postaux qui sont rallongés, on a les équipes qui ne vont plus sur site, donc chacun est chez soi, on ne peut plus aller sur le site pour numériser les factures, pour envoyer les emails, pour emmener les factures, pour les faire signer, etc. Donc ça devient extrêmement compliqué. Donc là, il y a une prise de conscience généralisée à se dire, si on avait des processus dématérialisés, des factures entrantes dématérialisées, des processus digitaux, on aurait été mieux armés pour faire face à cette crise. Donc la prise de conscience, elle est à ce niveau-là. Et on le voit, par exemple, quand on regarde d'autres pays, par exemple en Italie, où ils ont mis en place cette dématérialisation depuis quelques années déjà.
on constate, là il y a une étude de l'Observatoire national des délais de paiement en France, qui constate en Italie, entre le 2e et 3e trimestre 2019, comparé au 2e versus 3e trimestre 2020, il y a eu une augmentation des délais de paiement de moins d'1 jour en Italie. Parce qu'ils étaient déjà prêts, ils étaient déjà dans un processus dématérialisé. Tandis qu'en France, l'impact est beaucoup plus grand, donc on est à plus de 3 jours en France d'impact, qui est une moyenne. Alexandre, est-ce que tu as le sentiment que d'un point de vue onboarding, conduite du changement, je pense notamment aux fournisseurs et lève le point, est-ce qu'on a eu une accélération? Est-ce qu'on a gagné du temps? Clairement, déjà, on était très content d'être outillés avant le début de la pandémie. Tout ce que vient d'expliquer Farid, on l'a vécu en live effectivement, parce qu'avec des collaborateurs à domicile, les factures qui arrivaient avant la mise en place de l'outil à travers toute la France, des passages de bons à payer sur des parapheurs sur notre site central, tout ça évidemment, ça n'aurait pas été possible sans la solution. Et les fournisseurs aussi, ça a permis une forte accélération dans leur digitalisation. On a ouvert ce portail pour réceptionner les factures en PDF. Vous l'aviez ouvert avant le Covid? On l'avait ouvert avant, mais le Covid a permis de monter à un taux d'adhésion de quasiment 70%, qu'on n'est pas encore à 100%, mais on partait de 40%. 70%, c'est énorme. C'est assez énorme. Effectivement, on a eu un discours et il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Si le fournisseur voulait être payé, sa facture, si elle partait sur le site, elle allait être traitée parce qu'on avait quand même des gens qui passaient pour les récupérer, mais avec beaucoup de retard. Donc ça a été un formidable accélérateur, comme sur plein d'autres process d'ailleurs, et pas qu'au niveau des process comptables, mais on a été beaucoup aidés en effet. Et voilà, il nous reste maintenant à convertir les 30 derniers %. Et puis, de toute façon, on va vers une obligation de facture complètement digitale. Donc, on va y arriver. Et ça, c'est vrai que ça va induire une transformation sans précédent dans les façons de travailler. Et une accélération ces 10 dernières années qui est assez inédite. Alors, qu'est-ce qui reste devant vous chez JC Deco? Alors, il reste pas mal de choses. On n'était pas dans les premiers, dans les précurseurs en matière de digitalisation. Là, notre prochain gros chantier, c'est dématérialiser les notes de frais. On n'y est pas encore, on est encore très papier là-dessus. Donc ça, on vient de lancer le projet. Donc ça va être pour nous un gros projet 2022. Faire en sorte que, et ça c'est super parce que ça va aussi encore faire gagner de la productivité aux équipes, dans les équipes comptables, mais comme pour la démat fournisseur, facture fournisseur, dans tous les métiers, évidemment chez tous les usagers. Prenez en photo votre note de frais, elle part, elle est traitée sur la plateforme, tous les champs sont identifiés, ça comptabilise en direct. On travaille également sur des choses beaucoup moins structurantes ou importantes au niveau du processus. Il y a plein de micro-processus qu'on peut automatiser à travers de la robotisation. Il faut s'intéresser à ce que font les personnes au quotidien et on se rend compte que quand on creuse, il n'y a pas que les gros processus, purchase to pay, order to cash, il y a aussi plein de petites choses au quotidien. Tu penses à quoi? Tu as des exemples à nous donner? Typiquement chez nous, à la DRH, pendant la période de pandémie, on avait des gestionnaires de paye, on est rentré en chômage partiel, comme dans beaucoup d'entreprises, sur une durée assez longue, on est en longue durée, accord de longue durée. Et tous les week-ends, il y avait des chargés de paye qui devaient saisir des taux d'activité qui variaient toutes les semaines en fonction des activités sur les bulletins de paye. Donc c'était de la saisie fastidieuse, longue, manuelle, et on fait passer un petit robot, on analyse le processus et on réplique par l'intervention d'un robot la tâche manuelle pour la transformer en automatique. Ça paraît tout bête et évident, mais on ne le faisait pas. Et il y a encore des processus comme ça de ressaisie qui sont présents dans toutes les comptabilités qu'on ne soupçonne pas forcément. Là, on est en train de mettre en place des processus de facturation automatique quand on est dans du récurrent, du routinier. Voilà, chez nous, chez JC Deco, on facture des loyers à nos kiosquiers. On opère les kiosques que vous connaissez dans Paris. Il y a un petit loyer qui est facturé au kiosquier. On faisait encore ça en manuel. Finalement, il suffit les loyers sont connus. On lance un fichier, on charge et ça sort de la facturation en automatique. Pas besoin d'une solution très sophistiquée pour faire ça, mais il faut automatiser. Donc il y a plein de choses encore à faire. Intéressant, on voit que le pan est énorme. D'un point de vue périmètre fonctionnel, où commence et où s'arrête Basware? Où est-ce que vous êtes particulièrement fort? Alors, Basware aujourd'hui couvre l'ensemble du processus procure-to-pay et on est capable également d'aller sur la partie sourcing stratégique. Mais la vraie force et l'origine de Basware, donc on vient du monde de la facture, donc on existe depuis plus de 30 ans et on vient de l'automatisation de la facture. Donc la mise en place d'algorithmes d'intelligence artificielle pour automatiser la facture et non pas uniquement la facture avec commande. Donc le cas simple, une facture, une commande, on rapproche, c'est automatisé. La véritable perte de temps pour les équipes et donc les potentiels de gains sont au niveau de la gestion des exceptions. Donc tout ce qui est facture avec écart, tout ce qui est facture sans commande, c'est extrêmement chronophage. Facture sans commande récurrente encore plus. Donc c'est là aussi qu'on va se distinguer en allant permettre aux équipes
de leur proposer une solution qui va permettre d'automatiser la gestion des exceptions, donc automatiser l'envoi des factures en workflow, utiliser de l'intelligence artificielle pour imputer automatiquement les factures sans commande, automatiser le traitement des factures récurrentes. Donc c'est là que réside également la force de Basware. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer à nos clients de les aider à aller vers plus de 80% de factures automatisées. Et quand on dit 80% de factures automatisées, on ne parle pas uniquement des factures avec commande, on parle de l'ensemble des factures. Même celles sans PO, même celles qui sortent du modèle standard. Tout à fait, parce qu'une facture sans commande, on la reçoit, il faut l'envoyer vers le bon flux d'approbation et il faut trouver les bonnes imputations. Donc, pour ce qui est des imputations, on va utiliser de l'intelligence artificielle. On va se baser sur l'historique de l'utilisateur, du fournisseur, et le système va proposer au comptable une imputation. Donc, si c'est la bonne imputation, le système le prend en compte, et si le comptable fait une modification, ça va être pris en compte pour les prochaines factures. Ensuite, pour ce qui est de l'envoi en workflow, on est capable de se baser sur plusieurs informations de la facture afin de trouver le bon approbateur. Donc, un mot-clé, une typologie de facture, etc. Donc, c'est ce qui nous permet vraiment de faire un gain de temps important. C'est l'intelligence artificielle qui permet de déverrouiller ces derniers pourcentages d'automatisation les plus complexes. C'est l'intelligence artificielle de Basware ? Tout à fait, exactement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette intelligence artificielle qui va nous permettre d'apprendre de l'historique pour permettre d'automatiser les factures à venir. Quelle recommandation, Alexandre, toi qui as mis en place le projet en 2018, avec le Covid, dans cette dynamique dans laquelle nous sommes et toutes les entreprises sont en train de vouloir automatiser, j'ai envie de dire, à marche forcée, quelles recommandations tu donnerais à la communauté qui nous regarde ? D'y aller, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres moyens maintenant, c'est l'avenir, il faut sauter le pas. Il peut y avoir un peu d'appréhension au niveau des équipes, mais très vite on se rend compte qu'il y a du plaisir à apprendre aussi sur de nouveaux outils, puis c'est l'avenir de la comptabilité. Il y a un renouvellement des générations qui se fait, on voit et que même chez les personnes les plus seniors dans les équipes, il y a appropriation. Et on voit également la marge de progression des gens qui étaient complètement réticents. Un autre grand conseil, premier conseil, même s'il y a des réticences, y aller, convertir, expliquer. Et les gens craignent pour leur emploi. Ils se disent mais qu'est-ce qui va se passer ? Bon, nous on n'a pas délocalisé la comptabilité en Inde ou en Afrique du Nord. Le discours il a été très clair dès le début. Il n'y a pas de. Effectivement, on supprime des postes, mais on supprime des postes. On ne les remplace pas et c'était des non-remplacements de départ en retraite. Donc ça s'est fait de manière très douce. Les gens ont appris à utiliser de nouveaux outils et puis surtout, moi, une reco que je ferai à tous je le répète, quand même 40%. Oui, d'effectifs en moins. C'est 7 personnes sur une vingtaine, une petite vingtaine. Et puis un conseil que je donnerais, c'est d'éviter de sortir, prendre le produit sur étagère. Nous, on avait eu au premier cahier des charges qu'on avait sorti, la fâcheuse tendance qu'ont beaucoup à vouloir tout mettre, à vouloir en faire en sorte que l'outil se cale à nos process actuels. Il ne faut pas hésiter à changer ces process, à les adapter à ce que propose l'outil. Et avec Basware, on est rentré vraiment dans le moule de ce qu'il proposait. Un workflow avec 2 valideurs et pas 10. On avait tendance à vouloir faire des choses un peu complexes. Et plus c'est complexe, plus on est, je pense, dans les risques d'avoir des solutions ensuite un peu instables. Là, on a sécurisé le process et la solution en s'adaptant à ce que nous proposait pas chercher à avoir du spécifique. Éviter le spécifique. Et c'était encore ma reco là, sur les notes de frais. On n'en parlait pas plus tard que ce matin avec ma directrice comptable. On oublie tout ce qui est compliqué. Il faut que ce soit l'usager. Il faut vraiment privilégier l'usager dans la réflexion. Il faut que ça soit simple pour lui. Parce qu'il y a l'adhésion côté comptabilité, mais il faut penser à tous nos valideurs opérationnels qui valident le workflow, le bon à payer dans le workflow. C'est génial. D'ailleurs, vous recevez ça maintenant par mail. Vous cliquez, vous validez, ça part. Tout ça, c'est très fluide. Il faut que ça soit simple. Mais est-ce que ce n'est pas non plus là aussi où on génère des spécifiques ? Est-ce que ce n'est pas en essayant de se calquer aux utilisateurs finaux, donc les usagers, que l'on crée des spécificités qui sont finalement... On reste sur un usage basique. Là, on n'est pas sorti. Le but, c'est qu'un utilisateur puisse valider en toutes circonstances, en mobilité, une facture. Alors, c'est très simple. Vous recevez tous les matins un mail de Basware et vous avez votre liste de factures à valider. Et il ne faut pas que ce soit plus compliqué que ça, en fait. Restez pragmatique. Restez pragmatique. Et puis, qui valide, quoi. Il y a la personne qui a passé la commande de l'APO, il est à l'origine de la dépense, et puis son contrôleur de gestion, enfin un financier en tout cas, qui sera le double contrôle. Et pas forcément au-delà. Quand la dépense est faite, on n'est plus au moment de l'engagement de dépense. Et en général, il n'y a plus qu'à la payer, sauf si on reçoit une fausse facture. Donc, pas besoin d'aller remettre un DG
DG en validation derrière, nécessairement. Voilà, deux valideurs et tout ça reste très fluide. Ne pas rentrer dans ces jeux de pouvoir où le valideur... Oui, et ça, c'était vrai que c'était un problème. Certains avaient pris l'habitude, certains directeurs, de se dire, moi, j'avais mes parapheurs de facture, un peu jeu de pouvoir, et je devais valider toutes les factures qui passaient par là. Bon, une fois que la facture est faite, là, en général, la prestation est réalisée. Donc, on peut limiter tout ça au moment de sa mise en paiement. Farid, pour conclure, une recommandation aussi à la communauté qui nous regarde? Tout à fait. Donc, ce que disait Alexandre est très vrai. Ça ne sert à rien d'essayer de remettre la complexité qu'on avait avant, de reprendre toute cette complexité et de la mettre dans l'outil. Ça ne sert à rien. Il faut faire confiance aux outils et il faut plutôt permettre aux équipes de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on faisait avant, donc en les débarrassant de toutes les tâches manuelles qu'elles réalisaient avant. Avec cette prise de hauteur, elles ont plus de temps à consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée, donc la détection de la fraude, le calcul des impôts et surtout, potentiellement, aider à transformer la comptabilité fournisseur, qui est aujourd'hui un centre de coût, en centre de profit, par la capture des escomptes, par donner de la visibilité aux fonctions transverses, etc. Donc les réductions et les économies et les gains en efficacité ne sont pas uniquement, comme on le voyait avant, des réductions de TP, ça va au-delà. Et donc, c'est vraiment faire monter en compétence les équipes. Rentrer dans un modèle de centre de profit pour la comptabilité fournisseur. Écoutez, c'est tout le mal que je nous souhaite pour Future of Finance. Merci Alexandre, merci Farid. On continue sur Future of Finance. On se retrouve donc le 22 et 23 novembre pour ce que l'on appelle, nous, les Deep Dive Sessions. Un modèle unique où on décrypte toutes les solutions innovantes en quelques clics à travers des démos spécifiques à vos besoins. Vous retrouverez toutes ces infos sur futureoffinance.fr. Merci de nous avoir écoutés sur Bismart, sur Future of Finance. Restez connectés. À très vite.